Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'audace boursière qui nous permet de revenir d'ailleurs sur la nuit des audacieux qui a été le grand événement organisé par Bismart for Change la semaine dernière. La cérémonie est à voir en replay sur notre site si vous l'avez raté, bismart.fr. Et cette cérémonie a permis de récompenser justement l'audace boursière à travers les équipes de Lighton, lauréat de l'audace boursière de cette nuit des audacieux. Et son cofondateur et directeur général délégué est à mes côtés en plateau, Laurent Daudet. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler évidemment de ce qui a changé pour vous le 26 novembre dernier, date de départ de votre aventure boursière. Mais je voulais qu'on redise un mot quand même de Lighton, qui est alors une assez jeune entreprise qui a été créée en 2016, mais qui a déjà connu un pivot stratégique important, puisqu'en 2016, vous êtes vous-même physicien, je crois, oui, Laurent, c'est ça ? Universitaire au départ. Voilà. Et vous partez alors de la recherche dans le domaine de la physique. En 2016, société que vous cofondez avec Igor Caron, qu'on salue, vous partez plutôt dans le domaine du hardware, des équipements photoniques, c'est ça, Laurent ? Exactement. La première direction qu'on a prise à Lighton, c'était de construire des accélérateurs photoniques pour certains calculs de l'intelligence artificielle. Donc c'était assez prémonitoire parce qu'on voit très bien que l'IA est en train de changer de dimension et requiert du nouveau hardware. Mais oui, c'était vraiment de la techno pure et dure là. Ouais. Et qu'est-ce qui a amené ce pivot vers, alors on va en parler, mais vers le développement de modèles de langage et d'agents d'IA ? En fait, on cherchait vraiment les applications de notre hardware qui étaient bons pour les très gros calculs. Et en fait, on a eu vraiment notre révélation en mai-juin 2020 quand on a vu arriver GPT-3. GPT-3, c'est l'inverse, c'est l'ancêtre de ChatGPT. Donc on a vu arriver cet ovni là et on s'est dit mais waouh, ce truc là c'est absolument génial. Non seulement c'est des énormes calculs et c'est exactement là où on est bon, mais c'est aussi quelque chose qui va révolutionner l'IA. Et non seulement révolutionner l'IA, mais du fait que ça s'utilise en français, en anglais, dans la langue de tous les jours, ça va sortir du petit monde des ingénieurs et ça va devenir utilisable par tout le monde. Et on a compris qu'il y avait un avant et un après, que c'était l'IA générative qui arrivait là. Ça allait être le futur et on a fait pivoter l'entreprise en disant mais ça va tellement vite là, absolument qu'on mette tous nos efforts là-dessus et c'est ce qu'on a fait. Très intéressant parce que moi je me souviens très bien du moment ChatGPT, c'est octobre 2022, donc là on parle de la révélation au monde entier, au grand public de ChatGPT, mais pour vous, pour des professionnels de la profession, si je puis dire, le moment révélateur c'était 2 ans auparavant, c'est ça, 2020 avec le GPT. Printemps 2020, GPT-3 pour nous, c'était vraiment le tournant qui nous a fait comprendre qu'il y avait un avant et un après. Bon, et partant de là, comment est-ce que vous mettez en place une stratégie et quelle stratégie est-ce que vous choisissez justement pour plonger dans ce grand bain de l'IA générative, des modèles, des grands modèles de langage et des agents d'IA ? Oui. Alors notre première incursion dans le monde des grands modèles de langage, c'était de faire nous-mêmes nos propres LLM, comme on dit, nos propres grands modèles de langage. On a fait une douzaine de LLM. On a fait par exemple le premier LLM de classe GPT-3 en français uniquement parce que le français était un peu présent dans les modèles américains. On a fait un modèle en arabe, on a fait pas mal de choses. Et au fur et à mesure qu'on se développait, on s'est rendu compte que la valeur, finalement, elle était moins dans les modèles eux-mêmes que dans les couches applicatives qu'on allait mettre au-dessus. Donc, on a développé notre plateforme qu'on appelle Paradigme. Et Paradigme, c'est tout ce que vous avez besoin pour utiliser dans le monde de l'entreprise cette IA générative d'une façon qui soit totalement souveraine, qui soit totalement sûre pour vos données et qui soit personnalisable pour vos cas d'usage. Ça veut dire sur souveraineté personnelle, ça veut dire que ce sont des modèles ou des agents qui sont dans l'entreprise, ou en tout cas qui se fondent sur les données de l'entreprise, qui sont dans l'entreprise, c'est ça, Laurent ? Les deux, et tout à fait. La première chose, c'est qu'on va aller s'installer sur les serveurs de l'entreprise. Ce qui fait qu'aucune donnée ne sort. On fait vraiment ce qu'on appelle du on-premise. On est même capable de faire du air-gapped, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont coupés des accès Internet pour avoir la sécurité la plus totale. Donc on est capable de fonctionner en circuit totalement fermé, de pouvoir bénéficier de toute la technologie des chatbots, de ce qu'on appelle les systèmes RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire dialoguer avec des corpus documentaires, et puis ce qu'on appelle maintenant les agents intelligents qui vont faire des tâches plus complexes dans un cadre d'entreprise. Donc ça, c'est la première particularité, la sécurité, effectivement. Et le deuxième, c'est la personnalisation. On va
brancher cette IA sur les bases documentaires des entreprises, de façon à pouvoir converser, vraiment pouvoir poser des questions sur des corpus documentaires, que ce soit ça peut être très varié, ça peut être dans un cadre juridique, ça peut être dans un cadre technique ou dans un cadre financier, peu importe. Vous avez des documents textuels, et maintenant on prend en compte la vision, c'est-à-dire des documents peuvent avoir des tableaux, des graphiques, des schémas. Tout ça peut être compris par l'intelligence artificielle. Vous posez des questions et l'IA vous répond. Ouais. Alors vous le dites, tout le monde en a besoin, mais en l'occurrence, votre offre aujourd'hui, à qui elle s'adresse? Est-ce qu'il y a quand même des secteurs, des domaines d'activité qui sont plus en demande aujourd'hui de ce genre de solutions? C'est ça, oui. On va s'adresser principalement à des sociétés qui ont deux caractéristiques. C'est d'avoir beaucoup de données, ce qu'on appelle des données non structurées, des données qui ne sont pas sous forme de tableau Excel, des données qui sont sous forme de tout autre type de document. Éparpillées, voilà, beaucoup de données non structurées. Et le deuxième, des sociétés qui sont très sensibles à ce que ces données restent privées. Et elles n'aillent pas traîner sur les serveurs à l'autre bout du monde, à Palo Alto, à Shenzhen ou que sais-je encore. Et donc, assez naturellement, on va s'orienter vers des secteurs tels que la banque assurance, tels que la santé, tels que le manufacturing ou la high-tech, la défense, et enfin le secteur public. Voilà un peu nos secteurs prioritaires où sont nos premiers clients actuellement. Ouais. Alors vous avez levé une quinzaine de millions, je crois, c'est ça, avec l'introduction en bourse? Oui, à peu près 13 millions. 13 millions le 26 novembre dernier. Alors c'est sûr, quand on voit les montants qui peuvent être levés par des sociétés américaines et ou chinoises, on se dit qu'on n'a pas peut-être la même puissance de frappe. Mais comment on retourne ça? C'est-à-dire comment on retourne cet argument ou ce contre-argument, Laurent? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui compétitif, concurrentiel dans ce secteur de l'IA générative? Alors nous, on ne va pas aller se battre sur le même terrain que les géants du numérique qui ont effectivement des moyens absolument colossaux. Eux, leur objectif, c'est de construire des IA énormes, généralistes, qui savent faire beaucoup de choses, mais qui sont des méga modèles, qui ont des 500 milliards de paramètres, etc., qui demandent des semaines sur des supercalculateurs, enfin vraiment des choses absolument colossales. Notre conviction, c'est qu'on peut trouver un intermédiaire à prendre des modèles plus petits, de taille intermédiaire, pour les spécialistes entre 30 et 40 milliards de paramètres. Voilà, pour nous, c'est ce qu'on appelle notre sweet spot. Et ça répond déjà à une immense majorité des cas d'usage, tout en demandant une infrastructure beaucoup plus petite, et pour les entraîner, et pour les faire tourner après dans l'usage, quand on veut passer à l'échelle, à la production, avec des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et vous dites le fait d'être alors français et en l'occurrence européen, c'est aussi un avantage. C'est un avantage. On voit en ce moment avec les tensions géopolitiques, et évidemment, voilà, c'est une technologie. Oui, on raconte ça tous les jours aujourd'hui. C'est une technologie française. Nos tarifs sont en euros, ils ne vont pas fluctuer avec des taux de change ou des tarifs douaniers. Et c'est aussi une technologie qui est entièrement, on maîtrise toute la chaîne de valeur software. On dépend de personne d'autre d'un point de vue technologique. On utilise des briques open source, ou sinon c'est que la technologie propriétaire qui donne. Donc on est entièrement souverain aussi du point de vue de la technologie. Et ça, il y a beaucoup d'entreprise qui nous le demandent. C'est ça. C'est un argument positif pour la vente. Mais tout à fait. Oui. Beaucoup d'entreprises. Même dans le secteur public, c'est une évidence, mais aussi dans le secteur privé, où les gens se disent si je vais avec les gros acteurs américains, est-ce que je suis sûr que dans un an les tarifs seront les mêmes? Est-ce que l'offre sera la même? Est-ce que ça ne sera pas coupé? Est-ce que ça sera... Le patron de Total Energy, alors évoquant, je pense plutôt les questions de stockage, de données, etc. Il le disait il y a encore quelques jours très clairement. Quand j'ai le choix entre Microsoft, Google ou Amazon, je suis pas très à l'aise. Exactement, je pense très à l'aise. Sur le cloud, alors la bataille, je dis pas qu'elle est totalement perdue, parce qu'il y a encore une niche pour quelques acteurs type OVH, etc. Mais par contre, sur l'IA, je suis persuadé... Convaincu qu'elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Il y a des vraies parts de marché à prendre assez significatives pour des acteurs comme nous, comme Mistral, comme d'autres acteurs de ce domaine-là qui jouent cette carte de la souveraineté. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire le choix de la bourse? Parce que c'est vrai que dans votre univers, il y a quand même... Alors, peut-être qu'en France, c'est moins structuré qu'ailleurs, mais il y a quand même une masse d'investisseurs, de VC, de capital risqueurs, qui sont prêts à mettre de l'argent dans les sociétés comme les vôtres.
peut-être que vous auriez pu continuer d'être financé avec ce modèle-là pendant quelques temps encore, Laurent. Qu'est-ce qui a fait à un moment que le choix de la bourse s'est imposé à vous? C'est un choix qu'on a fait il y a à peu près un an, jour pour jour. On avait le choix, effectivement. On a eu des offres d'investisseurs plus traditionnels de capital risque qui nous proposaient de nous financer. Mais pour nous, le choix de la bourse s'est imposé parce que c'est le choix de l'indépendance, c'est le choix d'être nous-mêmes, effectivement, d'abord libres de notre trajectoire. On voit que les belles sociétés d'intelligence artificielle, très souvent, sont allées chercher de l'autre côté de l'Atlantique, d'ailleurs, leurs capitaux. Donc, c'est un peu plus difficile de jouer la carte de la souveraineté quand on a été chercher ces capitaux et qu'on est parfois devenu une société américaine. Je pense à des très belles boîtes comme Dataiku, Hugging Face, etc., qui sont des boîtes qui sont nées en France et qui maintenant sont devenues de fait des boîtes américaines, qui ont une très belle trajectoire. Mais on s'est dit, nous, sur l'IA générative, c'est devenu un phénomène de société. Il y a une carte à jouer. Les investisseurs et même les particuliers comprennent l'importance de cette technologie et on a une carte à jouer. Il y a aussi une prime au premier. Quand vous voulez investir dans l'IA générative, il n'y a pas des... Premier pure player de l'IA générative. Premier pure player de l'IA générative. Voilà, soit vous achetez du Nvidia, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui. Mais soit vous achetez du Lighton. Ouais. C'est choix d'indépendance et choix de cohérence aussi. C'est ce que vous dites par rapport au projet et par rapport à la vision que vous avez de cette question de souveraineté, puisqu'aujourd'hui, le mot est partout. Question de souveraineté, effectivement. Et c'est aussi un argument de solidité quand on va voir des clients potentiels, ils veulent savoir, évidemment, en travaillant avec une petite entreprise, si elle va être encore en vie, si elle va être encore indépendante, etc. Nous, on dit, voilà, on est coté en bourse et tout de suite, ça nous pose comme des acteurs solides et pérennes. Du coup, voilà, c'est aussi un argument commercial. C'est une carte de visite, effectivement, d'être une société cotée aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Félicitations encore, je le redis, aux équipes de Lighton. Vous étiez quelques dizaines au départ. Au moment de l'introduction en bourse, c'est quelques dizaines de personnes. Une grosse vingtaine. Une grosse vingtaine de personnes, c'est pas... Une grosse vingtaine il y a un an, et on a grossi progressivement pour être maintenant une cinquantaine. D'accord. Merci beaucoup, félicitations aux équipes. Je rappelle que vous avez été lauréat de l'audace boursière à l'occasion de la Nuit des Audacieux, grand événement qui a été organisé par Bismart for Change la semaine dernière. Toute la cérémonie, y compris la remise du prix de l'audace boursière, bien sûr, est à retrouver en replay sur notre site bismart.fr. Laurent Daudet, cofondateur et co-directeur de Lighton, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.